Merci beaucoup. Donc je reprends en fait effectivement, la PFRH est très heureuse de vous proposer cette séquence dans le cadre de la mise en place de la feuille de route territoriale RH de l'État. Je reprécise qu'effectivement nous avons un certain nombre de grosses problématiques, on va pas se mentir, en matière de ressources humaines, auxquelles nous sommes dorénavant tous confrontés, tant du point de vue national que du point de vue territorial. Et donc en 2022, la DGFP a proposé à l'ensemble des préfectures de région de réfléchir de manière territorialisée à 4 grandes thématiques que sont la question de l'attractivité, attractivité de nos métiers, de nos missions, attractivité de nos territoires notamment, donc avec des métiers et des territoires en tension, à réfléchir à tout ce qui tourne autour de la mobilité de nos agents, comment est-ce qu'on fait en sorte de promouvoir et d'accompagner nos agents dans le cadre de mobilité interministérielle, voire pourquoi pas interversant, soyons fous. Et puis, tout ce qui peut aussi tourner autour de la transformation des organisations. Alors, c'est pas nouveau, ce sont des choses qui sont déjà accompagnées depuis quelques années par la PFRH, notamment dans le cadre du projet CAP 2030 pour le périmètre ATE. Mais voyons plus large et vraiment réfléchissons à toutes ces transformations qui finalement sont en lien aussi avec les questions d'attractivité. Et enfin, le dernier volet de cette feuille de route, il a trait en fait à la question de la formation, mais je dirais de manière plus précise à la montée en compétences collective et individuelle de l'ensemble de nos agents et donc de notre richesse humaine. Donc cette feuille de route, elle a été, ça y est, elle est arrivée au bout de sa mise, enfin de son origine, de son contenu, puisqu'en fait, elle a fait l'objet d'un travail important de la part du comité des DRH de l'État sur quels sont les enjeux, les ambitions et surtout les actions très concrètes sur lesquelles nous envisageons de travailler tous ensemble. Ça n'est pas la feuille de route de la PFRH, c'est la feuille de route des services de l'État sur le territoire ligérien. Donc, qu'est-ce qui concrètement nous anime et sur lequel nous avons vraiment envie de travailler? Et dans ce cadre-là, le comité des DRH a choisi 5 ateliers prioritaires pour 2023 parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ces 5 ateliers prioritaires sont un travail sur la visibilité et la lisibilité de nos fiches de poste. On sait que nos fiches de poste aujourd'hui, c'est du jargon administratif ou technique. Et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse un peu les rendre un petit peu plus lisibles et sur quels canaux doit-on les diffuser pour les rendre visibles? Il y aura tout un travail dans un second atelier sur la convergence, notamment pour le périmètre ATE, et avec une réflexion qui sera portée sur les contrats des contractuels, avec la diversité des processus et des outils que nous connaissons sur les silos ministériels. Un troisième groupe travaillera sur l'embarquement des nouveaux arrivants, parce qu'au-delà de l'attractivité, c'est comment est-ce que justement on accueille ces personnes et on les fidélise. Un quatrième groupe travaillera sur l'identification de parcours de formation pour des filières spécifiques et pourquoi pas sur des métiers en tension à réfléchir. Et puis un dernier groupe travaillera sur un vadémécum du recruteur. Donc on fait le lien avec ce qui nous rejoint aujourd'hui. Un 4 pages, quelque chose de très court, mais qui vraiment nous donnera le b.a.-ba pour le recruteur. Ce qui m'amène à vous dire aussi que au-delà de ces réflexions, nous avons déjà, au sein de la PFRH, un certain nombre de dossiers, de sujets sur lesquels on a déjà embarqué des choses et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. En fait, la PFRH a imaginé un parcours qui s'appelle Recruter et fidéliser by PFRH, qui a pour objet justement de vous embarquer, parce que vous êtes non pas les maillons faibles, mais les maillons forts en fait de notre système, à savoir les recruteurs. Les recruteurs, c'est vous qui allez attirer les nouveaux talents, c'est vous qui allez les choisir et c'est vous qui allez les embarquer dans le collectif. Donc, vous êtes vraiment, on va dire, les garants finalement de cette transition à laquelle nous devons faire face. Et c'est pour cette raison qu'on vous propose cette journée, cette petite séquence en fait, ensemble, justement pour que vous puissiez prendre la mesure du monde actuel. Voilà, le monde a changé. Nous sommes tous des recruteurs depuis de nombreuses années, peut-être, et on voit bien qu'il y a des choses qui ont des rapports, des choses qui se sont complètement qui ont transformé. Et donc c'est Karine qui va nous embarquer en fait pour cette séquence et pour nous faire découvrir un peu tout ça. Donc voilà, je te passe la parole, Karine. Je vous remercie en tout cas d'être nombreux ce matin pour cette séquence.
Bonjour à tous, merci Séverine, merci Laure, merci Karine de m'avoir invitée à cette belle opportunité de recruter et fidéliser by PFRH. Merci pour votre confiance. Alors, aujourd'hui, effectivement, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux pour aborder ce thème du recrutement. Comme le disait Séverine, le monde change, le recrutement aussi, et nous, que changeons-nous? Il y a 2 questions que j'aime me poser, que j'aimerais me poser avec vous, c'est à la fois le pourquoi et puis le comment. Le pourquoi ce matin, notamment, on va voir, tous les éléments qui vont changer, et le comment, on l'abordera lors des ateliers que nous allons vous proposer sur ce second trimestre, et nous en reparlerons un petit peu plus tard. Alors, je vous propose de démarrer avec et de prendre un petit peu finalement de la hauteur, comprendre le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui le monde de recrutement, c'est peut-être reprendre tous les changements du monde du travail. Qu'est-ce qui change finalement? Hier, on vivait pour travailler. Il y avait des éléments très importants. Le travail était le premier pilier de la vie. On observait une hiérarchie qui était marquée, une valeur du présentéisme, des horaires fixes. On travaillait sur un site précis, au bureau ou un lieu de production. Il y avait un enjeu également sur la confidentialité de l'information comme un enjeu de pouvoir. Et puis, on voyait également un lien affectif très fort et une fidélité à l'employeur, qu'il soit public ou privé. La formation également était par, pour et avec l'employeur. Aujourd'hui, eh bien, ça change. Alors, ça a commencé déjà à changer, ça change aujourd'hui et ça va changer encore plus demain, à la fois dans le monde privé et dans le monde public. Je pense qu'il y a de plus en plus de connexions, d'éléments qui se ressemblent d'un secteur à un autre, et notamment ces caractéristiques qui arrivent, alors avec des vitesses différentes en fonction des secteurs d'activité et des organisations, mais on observe des organisations de plus en plus plates, des horaires de travail variables à la carte, bien sûr le télétravail qui a totalement explosé depuis la pandémie, mais qui avait déjà commencé dans certains secteurs depuis déjà longtemps, le travail en multisite. On peut également noter l'abandon progressif de l'email au profit d'outils collaboratifs qui se développent et donc qui transforment nos manières de communiquer. Le partage de l'information avec notamment la technologie du cloud qui change aussi beaucoup d'éléments dans notre manière de travailler, la coopération, la connectivité qui sont aujourd'hui plébiscitées par un certain nombre de collaborateurs, la mise en place des talents, des communautés d'expertise, ce qui fait qu'on observe aussi un challenge ou en tout cas un renouveau du management qui se doit d'être de plus en plus participatif, de plus en plus collaboratif, et qui engage également une transformation chez les managers avec effectivement ce qu'on appelle, enfin ce qu'on pourrait appeler la crédibilité et la légitimité qui sont exacerbées, qui sont des valeurs finalement de plus en plus importantes, alors que le respect de la hiérarchie, on s'aperçoit qu'il est de moins en moins en vogue, on va dire, chez les collaborateurs. On observe également la création, que son avancement, la progression dans sa carrière et la formation est plutôt par et pour soi-même. On suit de moins en moins des parcours linéaires. On observe beaucoup plus de mobilité finalement, en tout cas dans le secteur privé, mais de plus en plus également dans le secteur public, de ce point de vue-là. Et puis, ce dont on a énormément parlé, la recherche d'épanouissement au travail, la réalisation de soi, la quête de sens, ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Tous ces éléments-là sont liés à 4 facteurs majeurs du changement du rapport au travail. D'abord, le niveau d'instruction qui s'élève, et effectivement, une dimension par rapport à ce niveau d'instruction. L'information aussi. Nous vivons dans une ère de surinformation qui fait appel à notre esprit critique pour éviter justement l'infobésité. On a également un lien avec l'accomplissement. On est passé de l'accomplissement de son devoir à la volonté de s'accomplir soi-même, ce qui change beaucoup de choses. Et puis un changement de valeur où l'obéissance était quelque chose d'important jusqu'à présent, alors que là, on est plutôt dans l'affirmation de soi qui prend le pas. Tout ça nous amène finalement à nous repositionner en matière de recrutement et à observer qu'on a un marché du travail à 2 vitesses. Un premier marché du travail que j'ai symbolisé par
l'image de gauche qui comporte un certain nombre de personnes. Alors là, je parle, on prend un petit peu de hauteur, hein, c'est le marché du travail en général en France. Donc ce premier marché du travail, c'est un marché du travail qui regroupe des personnes dont l'employabilité est faible. Premier groupe que l'on peut noter, ce sont les personnes qui sont éloignées de l'emploi, des personnes des jeunes diplômés qui s'insèrent difficilement sur le marché du travail, quoiqu'en ce moment ça se passe plutôt bien, mais c'est une catégorie réputée fragile. Les plus de 50 ans également qui ont du mal à retrouver un poste quand ils sont malmenés. Une deuxième catégorie de personnes qui vivent l'emploi finalement en pointillé avec des contrats précaires. Troisième catégorie, ce sont des personnes qui sont en emploi, mais qui ne perçoivent pas la nécessité de se renouveler dans leur métier, dans leur mission, et qui finalement peuvent être frappés de ce qu'on peut appeler l'obsolescence programmée, en refusant de se former, par exemple, de se mettre à la page, d'utiliser de nouveaux outils. Eh bien, ces personnes-là se disqualifient, s'éloignent s'éloignent de l'ère du temps et donc ont une employabilité qui baisse alors qu'elles ont plus d'ancienneté. Quatrième catégorie, ce sont des personnes qui ont les compétences techniques qui sont en vogue dans leur métier, mais qui malheureusement n'ont pas le savoir-être, les compétences comportementales qui sont demandées aujourd'hui. Effectivement, à côté des compétences dites techniques, on va avoir ces compétences comportementales ou soft skills qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Et on peut avoir par exemple des exemples de personnes qui n'ont pas bougé de métier, qui n'ont pas bougé de poste, mais pour lequel la nature de leur métier ont bougé. Par exemple, des personnes qui, sur un plan administratif, instruisaient des dossiers. Aujourd'hui, on va de plus en plus leur demander d'interagir avec un public. Ça demande de nouvelles compétences et notamment ces compétences comportementales. Et ben voilà, certaines personnes ont du mal à venir à se développer sur ces compétences-là. Donc on voit bien que cette employabilité, elle est au cœur finalement de ce marché du travail qui est à deux vitesses. Je vous rappelle que l'employabilité, c'est le fait d'avoir pour une personne les compétences recherchées au sein de son marché du travail, au sein de son écosystème. À l'inverse, on a un marché du travail qui est extrêmement dynamique, qui regroupe des personnes avec une très forte employabilité. Et de ce fait, toutes les structures, qu'elles soient privées ou publiques, recherchent ces personnes avec ces compétences qui sont élevées, qui sont rares et qui sont, pour le coup, devenues chères. Donc là, on voit bien que ces personnes qui ont à la fois les compétences techniques et à la fois les compétences comportementales sont les plus plébiscitées. Et effectivement, on observe une véritable concurrence des structures qui recherchent ces personnes avec ces compétences rares, enfin qui sont devenues rares. On peut se dire que effectivement ces personnes, que ces compétences sont sûrement liées. Oh, j'ai un problème de micro, non c'est bon. On peut observer un manque finalement de formation initiale, un manque d'attractivité aussi sur certaines structures, ce qui fait que ça exacerbe finalement la concurrence entre les structures. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir à ce que je viens de dire sur cette première phase introductive avant que je n'aborde spécifiquement le recrutement. Apparemment non. Alors je vous propose de comparer ce qui se passait hier, le recrutement d'hier, avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va de plus en plus se passer demain. Alors là, j'ai besoin de votre concours. Je vous ai préparé quelques petites images et j'aimerais voir avec vous quelles étaient les caractéristiques du recrutement traditionnel, du recrutement d'hier. Et j'aimerais vous faire deviner à travers ces petites images quelles étaient ces caractéristiques. Donc, je vous invite à vous emparer de la discussion publique et de me dire ce qui était pour vous les caractéristiques du recrutement d'hier. Alors à travers mes photos, mais pas que, à travers également votre expérience. Allez-y. Voilà, je vois que plusieurs personnes s'emparent du chat.
Alors, gagneur pour Philippe, continuité de parcours, recruteur en position dominante de force. On voit également des compétences techniques, équilibre de vie professionnelle, vie privée. L'employeur fixait ses conditions, on avait une hiérarchie verticale, une discrimination notamment des femmes. Ce n'était pas du recrutement, les agents faisaient une demande de mobilité et c'est tout. Ça, effectivement, ça change tout. Centré sur le besoin du recruteur. Oui, un CV, une lettre de motivation comme outil dans le recrutement, compétences techniques, progression des plus forts. Un recrutement basé sur une candidature écrite. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je crois que vous avez effectivement tout dit, ou presque. Je vois que d'autres continuent. Je vous laisse effectivement poursuivre. Merci pour tous ces échanges. Effectivement, vous avez tout à fait raison. On observait jusqu'à encore récemment un rapport de force à l'avantage du recruteur. C'était finalement le recruteur qui choisissait le candidat avec lequel il allait travailler, avec laquelle il allait travailler. Aujourd'hui, c'est totalement rééquilibré, voire même déséquilibré dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est deux à se choisir. Le candidat choisit autant son employeur que le recruteur choisit son prochain collaborateur. Donc ça a une importance extrêmement importante dans la manière dont on va déployer le recrutement, dans la manière dont on va faire vivre une expérience candidat à tous nos postulants. J'aurai l'occasion d'en reparler de cette expérience candidat. Deuxième point que vous avez effectivement soulevé, ce sont des points en lien avec les outils de communication classiques en termes de message et en termes de canal. Effectivement, avant, on pouvait poster une offre d'emploi, les candidatures arrivaient, tout était relativement cadré. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Il s'agit de diversifier ces canaux pour pouvoir toucher finalement ces cibles qui, je vous le rappelle, sont devenues rares. Et puis, c'est également une revisite des messages qui sont nécessaires. Adresser une fiche de poste très administrative, je crois que Séverine l'a souligné tout à l'heure, ça ne suffit plus. Il s'agit de séduire le candidat, de donner envie au candidat de venir rejoindre notre unité, notre structure, et de venir rejoindre l'équipe tout simplement. Donc, il y a une vraie dimension à prendre en compte. Et puis, je rajouterais qu'avant, le recruteur avait une position relativement attentiste. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, on postait une offre d'emploi et on attendait patiemment que les candidatures arrivent à nous. C'est absolument plus possible. Aujourd'hui, il s'agit d'aller chercher les candidats où ils se trouvent, d'aller également cultiver des viviers qui nous permettront de séduire de nouvelles personnes et de diffuser plus largement, ou en tout cas de diffuser notre message aux personnes, les personnes cibles, les personnes que nous ciblons. Merci à tous pour vos contributions. Alors, si on s'intéresse maintenant au recrutement d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui, à votre avis, sont derrière mes petites images? Alors, je vous invite à reprendre le fil de discussion publique et à me dire ce que vous pensez du recrutement d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. C'est un mouvement en perpétuelle accélération. Alors, équilibre vie pro, vie perso, contexte de plein emploi qui change tout, effectivement. L'importance des réseaux sociaux. Diminution des candidatures, effectivement. On est dans l'agilité gagnant-gagnant, diversifier les sources, rareté des profils, effectivement. Tout est là. Le sens du service public modifié. Ça, c'est, je pense, quelque chose également qui vous concerne très fortement. L'utilisation des outils numériques, effectivement, là aussi, vous avez tout dit. Bravo à tous. On peut se dire qu'il y a un nouvel équilibre entre le recruteur et le candidat. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on se recrute mutuellement, finalement. Le recruteur recrute autant le candidat que le candidat recrute son manager, en tout cas, et sa structure. Donc, effectivement, ça change tout en termes d'expérience candidat. Il va falloir
soigner cette expérience candidat, faire en sorte que le candidat s'y retrouve, retrouve l'information clairement, vive des entretiens de recrutement agréables, soit informé de ce qui se passe. Ça tient également, l'expérience candidat, à un raccourcissement des délais de prise de décision, même si c'est quelque chose sans doute de difficile, c'est quand même quelque chose qui est plébiscité aujourd'hui par les candidats. Autre point que vous avez tous et toutes souligné, ce sont des outils et notamment les réseaux sociaux qui bousculent les habitudes. LinkedIn, pour ne pas le citer, est devenu un réseau professionnel extrêmement important et un outil de recrutement, notamment pour les profils à partir de Bac+2, qui est aujourd'hui incontournable. On s'aperçoit que au-delà des job boards, beaucoup de recrutements se font, en tout cas dans le secteur public aujourd'hui, et de plus en plus dans le secteur privé, dans le secteur public, pardonnez-moi. Ça arrive et donc ça devient aussi un outil sans doute à maîtriser quand on est recruteur. Et puis, là aussi, vous l'avez souligné, la raréfaction des viviers de candidature. Aujourd'hui, comme je le disais, le marché du travail est segmenté et les personnes qui vous intéressent, finalement, qui ont les compétences qui vous intéressent, sont plébiscitées par de multitudes de structures, à la fois des structures publiques et des structures privées. Et donc, on s'aperçoit qu'on a une très très forte baisse du taux de rendement de nos offres d'emploi aujourd'hui. Alors, pour résumer cette première partie, on est passé du recrutement d'hier avec un recrutement dit passif, un rapport d'autorité à l'avantage du recruteur, des outils comme la diffusion d'offres et une attitude attentiste, avec l'outil de CV et lettres adressées par email, à aujourd'hui un recrutement qui a changé, qui est ce qu'on appelle ATAWAD. Alors ATAWAD, c'est un acronyme qui veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Ça veut dire que les candidats aujourd'hui ont envie de postuler de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Ça veut dire qu'à partir de mon téléphone aujourd'hui, j'ai envie de postuler. Aujourd'hui, je peux tout faire à partir de mon téléphone. Pourquoi ne pas postuler à une offre d'emploi? Ça change beaucoup de choses dans nos manières de voir le recrutement. En tout cas, c'est une demande de la part des candidats aujourd'hui. Donc, cette demande de recrutement agile, de recrutement mobile, de recrutement digital, ça impacte la manière dont on va sourcer, avec un sourcing plus actif, et on n'a pas encore dit, mais le développement de notre marque employeur. Comment on fait envie finalement à nos candidats de nous rejoindre, comment on travaille notre attractivité. Alors bien sûr, la question de la rémunération fait partie de l'attractivité, mais il n'y a pas que ça, il y a la qualité de vie au travail, il y a l'intérêt de la mission, il y a les conditions de travail d'une manière générale qui comptent aussi de plus en plus pour les personnes, et ça, nous avons des atouts aussi dans nos structures privées pour le faire. Je passe sur la réflexion des viviers de compétences, les postures équilibrées entre candidats et recruteurs, j'en ai parlé, l'expérience candidat, j'en ai également parlé. Peut-être quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est la communauté de collaborateurs recruteurs, ce qu'on appelle aussi l'employé advocacy. On est sur des collaborateurs, des agents qui deviennent finalement des ambassadeurs, qui viennent peut-être parler sur les réseaux sociaux, qui viennent donner leur avis, qui viennent dire que cette structure-là est un lieu de vie au travail intéressante. Et donc, ces personnes qui sont dans vos équipes peuvent aussi devenir des recruteurs finalement, ou en tout cas des ambassadeurs de vos recrutements. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. Et puis, derrière tout ça, il y a bien sûr un enjeu de fidélisation des talents. Comment on attire les talents, mais comment aussi on les fidélise. Alors, les collaborateurs ont de nouvelles attentes, ça ne vous aura pas échappé, j'imagine. Alors qu'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, c'est pour moi finalement le même combat. À votre avis, derrière ces images, quelles sont les nouvelles attentes des collaborateurs? Je vous invite à vous emparer à nouveau de la discussion publique. L'équilibre vie pro, vie perso, oui, le télétravail. On est également dans la recherche de meilleures conditions de travail, oui.
L'apprentissage, la recherche de sens, tout à fait. Moins de stress, des congés pour couper, oui. Pas d'engagement, moins de stress. Et la confiance du manager. La déconnexion. Effectivement, tout cela est de plus en plus important. On en parle de plus en plus et de plus en plus plébiscité par nos collaborateurs. Alors, je dirais que la première des choses que l'on entend chez les collaborateurs, c'est reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. La recherche de reconnaissance est quelque chose d'absolument fondamental. Je pense qu'on a un degré d'exigence en tant que collaborateur en termes de reconnaissance jamais égalé jusque-là. Et la reconnaissance, ça passe par pas mal de choses, mais ça passe beaucoup par le manager et le management au quotidien. Deuxième point, c'est le développement de leurs compétences pour les personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une employabilité extrêmement élevée. Eh bien, elles en veulent encore plus, et donc une structure qui leur permet de développer leurs compétences, eh bien, c'est une structure qui va représenter un atout pour eux dans le déroulement de leur parcours professionnel, dans l'intérêt également qu'ils vont trouver dans leur vie professionnelle. Et puis, on a l'équilibre vie pro, vie perso. On en a beaucoup parlé, ce droit à la déconnexion, ce droit aussi à équilibrer tous ces temps de vie. Comme je le disais tout à l'heure, avant on vivait pour travailler, aujourd'hui on travaille pour vivre. Et donc à côté du travail, j'ai envie aussi de me réaliser, j'ai envie d'en profiter. On sait bien qu'avec tous les débats en plus aujourd'hui sur le temps du travail, d'une manière générale, il y a ce désir de concilier finalement les temps et d'en profiter dès à présent. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui prennent des congés sabbatiques, qui réalisent des projets personnels en marge du travail. Avant, on attendait d'avoir fait son travail pour en profiter. Aujourd'hui, on veut et travailler et en profiter en même temps. Alors, tous ces éléments-là, ils sont aussi issus d'une théorie, ou en tout cas, on peut rattacher ça à la théorie de Maslow, hein, qui dit bien que dès lors qu'on a un besoin qui est fourni, ben, on va sur l'autre. On voit bien que ces demandes-là concernent des personnes à nouveau très employables. Dès lors qu'on a déjà un travail qui nous assure une certaine sécurité, eh bien, on en veut finalement toujours plus. Hein, je vous renvoie à cette théorie de Maslow. Les usages des candidats ont également changé. Ils changent très vite. À votre avis, que font les candidats aujourd'hui quand ils se préparent à un processus de recrutement? Que font-ils lors du processus de recrutement aussi? Je vous laisse revenir sur la discussion publique. Ils scrollent, oui. Effectivement, cette action de scroller, de regarder plein de choses à partir de son téléphone. La recherche sur les réseaux sociaux, oui, ils font jouer la concurrence. Effectivement, dans la mesure où ils sont plébiscités par le marché du travail, eh bien, ils ont plusieurs propositions en même temps, et donc ils jouent cette concurrence. Ils se renseignent sur la e-réputation, effectivement, notre réputation numérique, tout ce que l'on va retrouver sur le web, sur telle et telle structure. Alors, ils font des vidéos de pitch. Effectivement, le CV vidéo apparaît et même se développe fortement, même si ça ne reste pas bien sûr la règle aujourd'hui, mais on voit clairement que la vidéo a pris beaucoup de place dans le recrutement. Ils regardent les valeurs de l'entreprise. Quelqu'un me parle d'écologie aussi. Ils imposent leurs conditions, ils s'interrogent sur le sens du travail. Alors, je ne peux pas tout lire, excusez-moi, mais beaucoup de choses très intéressantes sur le chat. Alors, effectivement,
Les usages des candidats changent. Aujourd'hui, on a envie de postuler facilement, avec rapidité et donc le parcours du combattant, d'aller chercher une offre d'emploi, le parcours du combattant, de postuler, avec les fourches codines, un CV, une lettre de motivation qui a telle et telle caractéristique. Eh bien ça, les candidats, réfutent un peu ça et vont à la facilité. Aujourd'hui, on a cette recherche de facilité dans toutes nos actions personnelles ou professionnelles. C'est la même chose pour le recrutement. Comment on postule facilement à partir de 2-3 clics. Et effectivement, on s'aperçoit que les processus de recrutement qui sont trop lourds, on observe un abandon des candidatures. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique que l'on observe. Deuxième point aussi que j'avais envie d'aborder avec cette image, c'est la recherche des informations sur les recruteurs. Aujourd'hui, les candidats vous googlisent, nous googlisent pour aller rechercher ce qui est dit. Et donc, on revient sur la notion d'irréputation dont on parlait à l'instant, à la fois sur la structure. Que dit le web de la structure? Que disent également que dit-on sur le recruteur, sur mon futur manager? On a ces deux niveaux de recherche d'informations de la part des candidats. Et puis, troisième point aussi, les candidats, collaborateurs donnent de plus en plus leur avis et s'inspirent des avis de leurs pairs. Aujourd'hui, on note tout, un restaurant, un hôtel, la manière dont on a été accueilli dans un magasin, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les entreprises, les structures, les entités, qu'elles soient à nouveau public ou privé. Je vous invite à aller voir les sites de notation. Aujourd'hui, on a par exemple Glassdoor, on a Viadeo qui était un réseau social et qui devient de plus en plus un site de notation. On a également, bien sûr, ne serait-ce que Google ou encore sur les job boards, des éléments qui, en tout cas des structures qui notent les structures. Et donc, les candidats vont s'inspirer de ces éléments-là pour déclencher ou pas une candidature. On s'aperçoit que beaucoup de candidats qui ont vu des avis négatifs, eh bien, ne vont pas postuler. Donc, ça ne veut pas dire que les avis positifs vont les faire postuler, mais en tout cas, les avis négatifs les freinent dans leur acte de candidature. Donc, c'est également à prendre en compte. Le comportement des candidats également a changé. Et là, je vous laisse réfléchir à ce que j'ai voulu mettre derrière ces images et qui caractérise le comportement des candidats. Qu'observe-t-on aujourd'hui chez les candidats? Peut-être de manière un petit peu différente que ce qu'on observait il y a encore quelques années. Alors, la recherche de collaboration, la décontraction, le zapping, une vision du court terme sur la vie au travail. Alors, il n'adresse pas de lettre de motivation, juste un CV. Le zapping à nouveau, le désengagement facile, plus de mobilité, plus de peur de changer si le poste ne convient pas. Le candidat sait dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Il y a sans doute une facilité à échanger, ou en tout cas, il n'y a plus de sujet tabou sans doute. Plus une carrière continue plus de carrière continue dans un même endroit. On est effectivement plus dans ces carrières linéaires. On s'aperçoit qu'on a des changements de fonction publique ou de privé à public aussi. Alors, on fait le tour du travail en 3 ans et on change. Effectivement, on va en reparler. Pas d'emploi à vie. Merci pour toutes vos contributions. Effectivement, qu'observe-t-on? Alors, la première chose que j'ai voulu mettre avec ces images, c'est la recherche de contact avec le manager en direct. Ça, c'est un plébiscite des candidats. Être avec les RH, en tout cas avoir un contact avec les RH, c'est bien. Avoir un entretien avec le manager, c'est mieux.
en matière de recrutement, ce sont les managers qui vont mieux parler des postes, qui vont pouvoir interagir sur le plan technique avec leurs candidats. Et plus ils vont prendre de place finalement dans cette interaction avec le candidat, et mieux ce sera. Les candidats ont envie d'avoir un contact le plus rapidement possible avec leur manager direct. Donc ça change dans nos manières de fonctionner, dans les process aujourd'hui, où le manager se doit d'être de plus en plus présent dès lors, bien sûr, dans l'analyse du besoin, peut-être dans la présélection aussi, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr dans l'entretien de recrutement, peut-être également dans la réponse et dans la construction du plan d'intégration. Autre comportement que l'on peut déceler, c'est la recherche d'immédiateté. Vous l'avez souligné, effectivement, on a envie que ça aille très vite. Dès lors qu'on a adressé notre candidature et qu'on n'a pas de réponse sous 36 heures, on se demande ce qui se passe. On est devenus extrêmement impatients les uns et les autres dans nos vies personnelles et professionnelles, et les candidats ne dérogent pas à la règle. On est dans une recherche d'immédiateté, donc des processus de recrutement qui doivent être de plus en plus courts et des prises de décision qui doivent être également de plus en plus rapides. Et puis, vous l'avez souligné, le zapping. Aujourd'hui, on zappe facilement. Alors, en tant que candidat, c'est bien aller sur plusieurs offres d'emploi, par exemple. En même temps, ça tient également aussi à l'expérience que l'on peut avoir sur nos postes. Comme quelqu'un le soulignait tout à l'heure dans le chat, avant on ressentait de la lassitude peut-être dans un poste au bout de 3, 5, 7 ans, enfin voilà, le temps de se mettre dans le poste, le temps de travailler, on pouvait ressentir une lassitude et une envie de bouger. Aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui nous disent ça y est, j'ai fait le tour du poste en 6 mois. Donc on voit bien que cette notion de zapping dans notre vie professionnelle arrive de plus en plus, et ça change beaucoup de choses en matière de recrutement. Alors, ce que j'ai voulu... pardonnez-moi. Les enjeux du recrutement. Dans tout ce contexte qui change, et vous l'avez souligné, on a cette difficulté, en tout cas cet enjeu de faire coïncider 3 niveaux d'attente pour une logique gagnante pour tous. On a d'abord, c'est mon cercle du haut, les enjeux du manager. Les enjeux du manager, ce manager, il a un besoin de compétences à court terme, un besoin d'opérationnalité de sa future recrue. Il pense également à la compatibilité dans l'équipe, une recherche de confiance mutuelle. Ça, ce sont les caractéristiques de la recherche du manager. On peut associer ça aux enjeux qui sont portés par la direction, qui sont aussi des enjeux souvent un peu plus long terme, d'adhésion à la culture, de valeurs, d'évolution, notamment à la fonction publique d'une manière générale, des enjeux qui sont portés par les RH, les directions, d'une manière plus globale. Et puis on a un troisième enjeu qui sont ceux du candidat qui a envie d'avoir un projet de vie professionnelle, projet de vie, d'équilibre vie pro, vie personnelle, un besoin d'évolution, une envie d'évolution. Et finalement, on va réussir un recrutement quand on est dans cette intersection de ces différents enjeux. Donc à nous de bien identifier notre recherche et la manière dont elle va évoluer effectivement dans le temps, à nous également d'aller chercher en entretien de recrutement, notamment les enjeux du candidat, pour être sûr que tous ces enjeux soient respectés, ce qui permettra de faire un recrutement durable et un recrutement tout simplement efficace et durable. Alors, je vois une remarque. Quelles conséquences pour l'organisation et le fonctionnement des services pour tenir compte et s'adapter aux nouvelles attentes et comportements? Alors, ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais merci pour cette remarque et cette question surtout.
Alors, ce qui me paraissait intéressant également à pointer, c'est que pour réussir nos recrutements, eh bien, il y a un tandem qui est gagnant. C'est vraiment le tandem entre les RH et les managers. Je vous ai remis les différentes étapes, les 6 étapes qui constituent un recrutement. D'abord, on va commencer par analyser le besoin de compétences, puis on va communiquer. On va ensuite, alors, si on a la chance, le luxe d'avoir beaucoup de candidatures, on va présélectionner ces candidatures. Comme on le disait, avec la raréfaction des candidatures, on est plutôt à aller chercher de nouvelles candidatures, c'est-à-dire à sourcer de nouveaux candidats. Vient ensuite la 4e étape qui est l'évaluation, et notamment l'évaluation en entretien de recrutement, puis la phase de décision, et enfin l'intégration. Finalement, on voit bien que du côté des RH comme du côté des managers, on a une complémentarité à jouer. Du côté des RH, eh bien, on se doit d'aller chercher le véritable besoin de recrutement et de permettre au manager d'expliciter sa recherche de compétences, sa recherche d'aptitudes. C'est vrai que souvent un manager a dans sa tête son besoin. Maintenant, il s'agit d'aller voir quel est le contexte précis du recrutement pour vraiment qualifier cette demande. Il va également créer des offres d'emploi de plus en plus attractives. Il va également diversifier les moyens de sourcer des candidats. Il va mener des entretiens de préqualification pour gagner du temps sur les entretiens de recrutement, décider collégialement et préparer l'intégration. De la même manière, du côté des managers, tout au long de ce processus, on a des choses à faire. Prendre le temps, par exemple, de retranscrire sa véritable demande de compétences. Trop souvent, on est dans le copier-coller de la dernière fois, copier-coller de la personne qui tenait le poste. Donc, on va rechercher un petit peu son clone. Tous les recrutements sont finalement de nouvelles aventures avec un contexte particulier, des changements aussi qui sont structurels, conjoncturels dans vos structures, dans vos équipes. Et donc, il s'agit de les retranscrire, bien sûr de se servir de la fiche de poste, mais d'aller plus loin et de faire un véritable brief de poste pour conduire le recrutement. Il s'agit donc de fournir les informations nécessaires pour nourrir une communication de recrutement qui soit attractive. Comme je l'ai déjà un petit peu dit, l'offre d'emploi n'est pas une fiche de poste. L'offre d'emploi, c'est une action de communication qui est là pour donner envie, informer et donner envie à notre candidat de nous rejoindre. Et puis, il s'agit sûrement aussi de clarifier les critères de présélection, voire même aussi de les ouvrir. Est-ce que tous les critères de sélection, de présélection sont toujours justifiés dans un contexte de pénurie? Quelquefois, on peut se dire que certains points sont extrêmement importants et là-dessus, on va exiger un certain nombre d'éléments, mais peut-être que sur d'autres, ça tient plus à l'habitude qu'à la réelle exigence et qu'on va peut-être s'ouvrir sur tel ou tel point. Participer aux actions alternatives de sourcing. Effectivement, le manager est également ambassadeur de son recrutement et peut-être qu'il a à sa main d'autres moyens. On parlait peut-être des réseaux sociaux, sans doute que ça arrive petit à petit dans vos pratiques. Mener conjointement bien sûr les entretiens, décider collégialement et se rendre disponible pour accompagner avec professionnalisme le nouvel arrivant. Je pense que la qualité de l'embarquement, du onboarding, de l'intégration, peu importe comment on le dit, en tout cas les premiers pas de la nouvelle recrue dans votre équipe tient bien sûr au process et au processus d'intégration, mais tient beaucoup à la capacité de dégager du temps de qualité auprès de son nouvel arrivant, avec des points, avec des objectifs pour voir cette montée en compétences et tout un accompagnement aussi pour lui permettre de découvrir ou de s'améliorer sur les points sur lesquels il serait un petit peu plus en difficulté ou un peu plus en fragilité. Alors, je vois que ça réagit sur le chat. Je vais vous proposer peut-être tout à l'heure d'intervenir et d'expliciter peut-être ce qui est mis, ce que vous mettez sur le chat. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais mettre un focus à présent sur
sur les compétences dites comportementales, ce qu'on appelle également les soft skills. On perçoit tous que les compétences techniques sont extrêmement importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne suffisent plus. Et de plus en plus, dans nos recrutements, nous allons rechercher des compétences comportementales, des compétences qui sont également transférables, c'est-à-dire des compétences que l'on avait dans un certain métier et comment on va les transposer dans une autre, comment on va avoir cette capacité à s'adapter, comment on va avoir cette capacité à ajuster finalement notre comportement à ce nouveau contexte. Ça, c'est quelque chose d'impératif dans la réussite de nos recrutements aujourd'hui. Et je vous ai repris la dernière étude du Forum économique mondial qui reprend le top 10 de ces soft skills, de ces compétences comportementales à posséder demain. Alors, on voit quand on a la pensée analytique et l'innovation, l'apprentissage actif et les stratégies d'apprentissage. Dans un monde qui va de plus en plus vite, il s'agit de savoir apprendre et apprendre à apprendre. Tout ce qui va être en lien également avec la créativité, l'originalité, l'initiative pour se renouveler et avancer. Tout ce qui va être en lien avec la conception et la programmation de la technologie. De plus en plus de métiers vont faire appel au codage et au code. Donc, même si on n'est pas développeur informatique, on peut avoir des métiers qui vont avoir besoin de cette capacité, de cette compétence de code. La pensée critique et l'analyse des situations, la résolution de problèmes complexes, le leadership et l'influence sociale, comment, même si je ne suis pas en position de management, comment j'influence sur mon environnement, que ce soit en interne et en externe. Tout ce qui va être en lien avec l'intelligence émotionnelle, là encore, en interne, en externe, comment j'interagis avec le public, avec les usagers, mais comment également j'interagis en interne avec cette dimension de bienveillance relationnelle qui se développe aujourd'hui avec la prévention aussi des risques psychosociaux. En 9e position, le raisonnement, la résolution de problèmes et l'idéation, comment je crée de nouvelles, je propose de nouvelles idées. Et en dernier, l'analyse et l'évaluation des systèmes. Alors, il y a ce classement-là, bien sûr, ça va dépendre des métiers, ça va dépendre des contextes et toutes ces compétences comportementales n'auront pas le même impact, la même importance d'un métier à un autre, mais on voit bien l'évolution. Jusqu'à encore quelques temps, on était plutôt sur la capacité à faire, la capacité à comprendre, etc. Là, on est dans une autre dimension. Alors Karine, une belle source d'information pour proposer des formations en rapport. Effectivement, je pourrais aussi vous le transmettre si vous le souhaitez. Alors finalement, notre rôle de recruteur moderne change. Il change très vite. L'attention donnée à l'expérience candidat, et j'en ai parlé tout au long, je pense, de ma présentation, est très importante. Comment ce candidat, je vais lui donner de l'importance en lui donnant déjà une information à travers l'offre d'emploi, une information qui soit claire, qui soit intelligible, qui soit attractive. Comment je vais raccourcir mon temps de prise de décision et mon temps de recrutement, comment je vais bien l'accueillir, bien l'écouter, bien répondre à ses questions lors de l'entretien de recrutement, comment je vais également lui répondre avec à la fois bienveillance, mais aussi une certaine franchise, comment je vais argumenter ma prise de position auprès de lui, comment je vais également l'accueillir et le faire monter en compétence dans mon équipe, comment je vais aussi lui permettre de s'intégrer socialement dans l'équipe. Un point important, c'est la transparence en termes d'image employeur et la réactivité. Donc, cette image d'employeur, comment je la déploie à travers mes communications, comment je suis
transparent, c'est-à-dire il ne s'agit pas de peindre le tableau en rose, il ne s'agit pas de le peindre en noir non plus, mais comment je retrace l'ambiance de mon équipe, comment je retrace le travail que l'équipe fait au quotidien jusqu'à mon candidat. Ça, c'est une information importante pour un candidat hein, qui s'engage dans un processus de recrutement, c'est à quoi je m'attends, quelle sera l'ambiance, quelle sera la manière dont on travaille, quels seront les attendus. Plus vous allez être transparent en la matière et plus vous avez de chances de réaliser un recrutement réussi. Troisième point, c'est la personnalisation d'un côté et l'automatisation de l'autre. Il s'agit d'automatiser les tâches à moindre valeur ajoutée pour se consacrer à la personnalisation du processus, c'est-à-dire renforcer la proximité que l'on a avec son candidat, faire en sorte que on ne s'adresse pas à un candidat lambda, mais à une véritable personne. Les candidats aujourd'hui ont envie d'être reconnus comme une personne et d'être traités comme une personne. Et donc ça, est-ce que notre processus, est-ce que notre manière de communiquer valorise cet aspect-là ou pas? C'est une question à se poser. Quatrième point, c'est l'ingéniosité, l'ouverture d'esprit, la mise à distance des biais cognitifs. Alors effectivement, on l'a vu, la raréfaction des viviers de candidature, la difficulté à attirer, eh bien il s'agit d'être en tant que recruteur plus ingénieux, sans doute plus ouvert d'esprit, en allant chercher des personnes qui ne cochent peut-être pas toutes les cases de nos exigences, mais qui cochent les principales et d'avoir cette ouverture vers des personnes peut-être un petit peu différentes, mais qui peuvent tout à fait faire valoir leurs compétences justement transversales et donc s'adapter à notre modèle, à notre organisation, à notre manière de fonctionner. Donc voilà, cette ouverture d'esprit va être importante. Et puis l'ingéniosité d'aller chercher des candidats différemment sur d'autres canaux de recrutement. Et puis, tant qu'on est sur cet aspect-là, il me paraissait intéressant d'aborder avec vous la mise à distance des biais cognitifs. On sait bien que les biais cognitifs, hein, ce sont des tours de passe-passe que nous joue notre cerveau et qui nous font finalement percevoir des choses un petit peu modifier de la réalité. Je pense notamment à l'effet de halo. L'effet de halo, c'est cet effet qui nous fait dire à partir d'un petit élément qu'on verrait sur le CV par exemple, qui nous plaît ou qui nous déplaît, eh bien on en tire une véritable conclusion, on en tire un aspect finalement définitif du candidat. Par exemple, il a telle ou telle formation, c'est pas la formation que je privilégie, donc j'écarte cette candidature parce que cet aspect-là me déplaît. Ou alors, ce qu'on a pu voir, la personne ne fait pas de sport collectif, j'ai besoin d'une personne qui est très orientée vers le collectif, donc j'écarte la candidature. Alors, mes exemples sont un petit peu caricaturaux, je vous l'accorderai, mais ce sont des exemples que j'ai déjà entendus de la part de recruteurs et qui mettent bien en lumière ces biais cognitifs et cette absence finalement de recul qu'on peut avoir quand l'enjeu est très fort, quand on a un enjeu très fort de recrutement, qu'on a un besoin à la fois urgent et très important de recruter, eh bien, on peut avoir tendance à vouloir sécuriser ou se rassurer par ces éléments qui ne sont pas, qui sont dénués finalement d'objectivité. Autre point que je souhaitais souligner avec vous aujourd'hui, c'est l'écoute, la qualité relationnelle et la stratégie de questionnement. Effectivement, un recrutement aujourd'hui se doit d'être dans cette écoute, dans cette qualité relationnelle avec le candidat. C'en est fini de ces années 80 où on était dans des entretiens dits mitraillettes, où on posait des questions piégeantes, piégeuses, où on était aussi dans, de temps en temps,
questions discriminatoires. Aujourd'hui, on se doit d'être dans l'investigation, dans la découverte à la fois naturelle mais bienveillante de notre candidat, être aussi dans une stratégie de questionnement, des questions qui sont utiles, des questions qui vont nous permettre d'en savoir plus, tout en bienveillance encore une fois, mais d'en savoir plus sur notre candidat et percevoir si c'est le candidat qui est adapté à notre besoin de recrutement. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais candidats, il y a simplement des candidats adaptés à notre besoin de recrutement. Et puis j'en terminerai sur les 3 derniers points, la sélectivité et l'attractivité, la neutralité, le professionnalisme, l'exigence et la bienveillance. Alors, ça peut paraître être des termes un peu contradictoires, hein, mais je pense que ça, ce sont les enjeux très importants. On se doit d'attirer des personnes, mais il ne s'agit pas d'enlever notre degré aussi d'exigence, ou en tout cas, il s'agit de le revoir, mais de ne pas totalement baisser nos degrés de sélectivité. Donc, il y a un savant équilibre à mener. En situation de recrutement, il s'agit d'être professionnel par notre questionnement, par notre attitude, mais d'être également dans la neutralité. Comme l'un des participants le soulignait, on est en face aujourd'hui de candidats qui se détendent, j'ai envie de dire, qui ont des codes qui ne sont plus, qui sont différents, on s'aperçoit que le recrutement était auparavant quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, on a des candidats qui sont plus naturels. Donc, comment effectivement on accueille ces nouvelles attitudes? Je pense que ce n'est pas forcément à réfuter totalement, mais à prendre en compte. Et puis l'exigence, comme je le disais, hein, l'exigence des critères que l'on a. On a des métiers qui sont aujourd'hui exigeants. Il s'agit que notre recrutement soit également exigeant, notamment sur le fond, mais qu'en termes de forme, on soit également sur une certaine bienveillance, accueillir le candidat avec bienveillance. Ça fait partie également de notre image employeur. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Alors peut-être un petit temps de questions avant que je ne vous présente la suite de ces événements avec les ateliers pratiques que la PFRH va vous proposer. Merci Karine. Il y a eu quelques petits échanges sur la fin de ton intervention. Oui. Si je résume un petit peu tout ce qui a été dit, et les personnes concernées peuvent tout à fait intervenir. Un certain nombre notent que les services RH ne sont pas toujours calibrés pour permettre un investissement dans tous les processus de recrutement du début à la fin, et que est essentiel, qu'il y a des enjeux forts sur la nécessité de faire travailler le collectif qui va être donc le RH et les managers de proximité qui, eux, vont être directement concernés par ce recrutement-là. Voilà, c'est pour résumer les interventions, mais peut-être que certains souhaitent prendre la parole. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, qui renforcent d'ores et déjà vos convictions, des choses que vous vivez tous les jours dans vos métiers? Alors, je pense qu'il y a une main levée. Stéphanie? Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. C'était pour lancer les débats. Non, c'était une présentation très intéressante pour poser les choses. Après, dans les modulations, peut-être, on est sur un
un type de recrutement particulier. On n'a pas, enfin, ça porte sur des besoins particuliers quand on est sur un recrutement, sur des missions pérennes, sur des compétences, etc. Je pense que dans nos métiers, on a aussi parfois besoin de recrutement plus de masse, aussi sur la population dont vous parliez, un peu plus précaire, un peu plus éloignée de l'emploi. Et ça peut être aussi enfin, c'est un autre sujet. Là, on est vraiment sur la thématique où on est dans la situation employeur séducteur aussi, sur de valoriser notre travail, notre communauté de travail, notre sens aussi du travail. Et voilà, c'est un de nos aspects de besoin, mais ce n'est pas le seul. Et par ailleurs, je voulais expliciter ma remarque sur les RH. Effectivement, on n'est pas tous dans la même situation. Hein. Je parle bien sûr que pour ceux que je connais, mais je partage aussi certaines des remarques qui ont été faites sur le fait qu'il ne faut pas tout faire porter sur les RH. Et surtout qu'actuellement, alors moi je partage tout à fait tout ce qui a été présenté, mais on est confronté à la réalité du terrain, et que ce soit sur la partie offre d'emploi, attractivité, enfin oui, encore une fois, séduction, mise en forme, nous sommes très contraints par nos procédures, par nos moyens, et on va pour le moment en RH à l'essentiel de faire fonctionner au quotidien, et s'investir sur ces sujets-là d'accompagnement. C'est pas les mêmes profils qu'on a dans nos services. Hein. Nous, on a 2 personnes en RH pour ça, et donc ce ne sont pas les profils qu'elles ont. Donc on peut bien sûr évoluer, Séverine, mais on a aussi ce besoin-là. Donc et ce besoin-là, il est prioritaire pour le moment, parce que si ce besoin-là n'est pas rempli, la structure ne fonctionne plus. Donc voilà le modulo que je voulais mettre sur le côté confrontation avec la réalité du terrain, tout en partageant tout à fait les objectifs que vous avez présentés. Merci beaucoup. Il y a une autre main levée, enfin plusieurs. Marc Jaouen, dans un premier temps. Oui, bonjour. J'avais une petite remarque en fait qui est liée un peu aux conséquences de tous ces changements. On voit bien que ça a des conséquences, je dirais, assez immédiates dans la manière dont on doit recruter, donc avec une implication sans doute plus forte, enfin à mon sens, du collectif de travail. Mais je me pose un peu la question et après, c'est-à-dire une fois que la personne a été recrutée, ses attentes restent un peu les mêmes malgré tout. Et dans le mode de fonctionnement et dans l'organisation de nos structures, je pense que ça doit aussi changer. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas à partir de quel moment il faudra le faire, mais sinon on risque en fait de créer une forme d'insatisfaction si l'exercice, simplement, on fait un bel exercice dans le recrutement, mais qu'en fait, derrière la façade, les choses se passent concrètement de manière très différente. J'ai peur que ça soit très compliqué à la fois pour les agents recrutés, mais aussi pour les services. Oui, c'est toute la problématique de la fausse promesse. Effectivement. Il y avait également Maggie Berthier qui souhaitait prendre la parole. Hop là. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que quels que soient nos efforts, on reste quand même très tributaire de notre problématique des modalités de recrutement, des calendriers, des salaires que nous pouvons offrir, des modalités en termes de prestations santé, etc. Et après, dans la vie, dans la structure, je sais que ça a beaucoup évolué, mais par exemple, pour une formation sur une prise de poste, etc., on reste très structuré, assez rigide, et en fait, les candidats sont dans une demande d'immédiateté beaucoup plus courte. Ça, ce sont des éléments que nous subissons encore dans les structures, en fait. Par exemple, sur des compétences complexes à recruter, je pense par exemple sur des compétences contentieuses étrangers, où c'est assez compliqué. On ne peut pas monter dans le salaire. Et ça reste quand même l'un des éléments d'attractivité des candidats. Alors, c'est vrai que je vous rejoins que la partie salariale, faut pas se leurrer, est un point important. Après, je pense qu'il s'agit aussi c'est aussi un équilibre.
et que chaque structure a aussi des atouts. Il s'agit de les rendre visibles, ces atouts, de les recenser, de les rendre visibles à travers notre communication, qu'elle soit écrite à travers l'offre d'emploi, par exemple, et ou à travers l'entretien de recrutement à l'oral. C'est vrai que ça ne fait pas tout, mais je pense que parler de l'attractivité, ne parler que de salaire en matière d'attractivité, c'est aussi un petit peu réducteur, même si ça a son importance, je le cache pas. Après, c'est comment je recense mes atouts et comment je les mets en avant. Je pense que ça, c'est un point important que l'on peut tous faire, alors avec des difficultés ou des opportunités, mais chaque structure a des avantages et des inconvénients. Chaque poste a des avantages et des inconvénients. Mettons l'accent plutôt sur les avantages à chaque étage. Alors, il y avait également Philippe Cadieux qui souhaitait prendre la parole. Oui, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Oui, alors deux petites choses du coup pour rebondir sur ce qui a été dit. Alors, sur la rémunération, oui, je suis d'accord, ça n'a pas été abordé. Bon, je voyais bien que c'était pas non plus le cœur du sujet aujourd'hui. Mais au-delà de la rémunération qu'on peut proposer, je pense, c'est surtout la progression de la rémunération. Quand on recrute des jeunes qui sont prêts à s'investir parce qu'on leur propose des choses, qu'on leur montre un peu un peu l'attractivité de la fonction publique. Ils sont prêts au début à s'investir, mais si au bout d'un an, 2 ans, les salaires stagnent, bah, ils restent pas, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Sur ce qui a été dit sur les RH, alors moi, je trouve que il se passe, je pense qu'il se passe pas mal de choses au RH, des choses intéressantes. Enfin, je constate qu'il y a je dirais peut-être des micro-actions qui sont faites, comme des messages qui sont envoyés, des messages de bienvenue par exemple, qui sont envoyés aux nouveaux candidats, des outils pour l'intégration des candidats. Donc tout ça, c'est des choses qui tiennent un peu à la volonté de chaque agent de mettre en place des outils ou de vouloir bien accompagner. Et ça, je trouve ça hyper bien. C'est pas des choses que je pense qui sont forcément très conséquentes en termes de charges, mais c'est des petits détails on peut voir qu'il y a pas mal de progrès. Donc ça, moi, je suis plutôt satisfait sur le travail qui est fait au niveau des RH. Par contre, je pense qu'on est un peu contraint. Alors, ça a été un petit peu évoqué par un cadre un petit peu lourd. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a du mal à créer un compte professionnel LinkedIn, enfin, pour notre entité. Voilà, je trouve ça surréaliste en fait. Comment on peut donner de la visibilité à notre action si on peut même pas utiliser ce genre d'outil qui me paraît hyper simple. Voilà, même un espace internet. Enfin, quelqu'un qui va sur un, un candidat qui va sur l'espace de la préfecture, ça va pas le faire rêver, quoi, en fait. Donc, voilà, ce genre de choses, et des outils qui paraissent moins un peu basiques en termes de visibilité et de communication. On a du mal à avoir des choses voilà, attractives, et pourtant, je pense que ça devrait être la première image vous avez parlé que les services recruteurs ou les managers sont googlisés, ce qui est normal, on le fait tous, nous, à notre niveau. Et même ça, en fait, il y a déjà une première barrière, en fait. Voilà, ça dommage. Voilà. Karine, est-ce que je peux Oui. réagir? Eh ben oui, voilà, c'est ce que j'allais. Alors, ce que dit Philippe, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on vit au quotidien, on va pas se mentir, hein, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a des leviers à différents étages. Il y a des choses qui ne sont pas de enfin qui ne relèvent pas de notre niveau. Le niveau des salaires, effectivement, des leviers informatiques ou sécuritaires sur un certain nombre d'applicatifs ou d'outils qui relèvent davantage en fait de niveaux qui sont pas les nôtres. Alors oui, on l'appelle de tous nos voeux. Oui, on fait remonter toutes ces demandes. Oui, il y a des chantiers qui sont en cours et qui prennent du temps, peut-être trop de temps effectivement à notre goût. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement ça relève pas
du niveau du recruteur ou des services locaux. Néanmoins, comme tu l'as souligné avec beaucoup de sincérité, Philippe, il y a des choses qu'on peut faire effectivement à notre niveau. Moi, je suis aussi le témoin je suis arrivée il y a 1 an et demi, et je suis arrivée, j'ai eu 0 accueil. Voilà. Pourquoi? Parce que j'étais gérée par le niveau central, donc le SGCD ne m'avait pas dans son scope. Donc personne ne m'a accueilli. Ben, je vous dis que je peux témoigner que c'est très désagréable. Et maintenant, au SGCD 44, il y a des journées de nouveaux arrivants, il y a des mails d'accueil, il y a plein de choses, il y a effectivement des choses qui sont mises en place. Donc on voit qu'effectivement, au niveau local, même si c'est pas la panacée et même si on réglera pas tous les problèmes, il y a effectivement des petites briques structurées qui peuvent se mettre et qui peuvent faire progresser effectivement le sujet. Donc l'idée, c'est de mettre en phase effectivement ces briques nationales et ces briques locales pour faire en sorte que petit à petit, on va faire avancer le sujet et on va avoir des choses qui vont nous permettre de rejoindre cette ambition. Alors qui n'est pas qu'une ambition, hein, c'est aussi quelque part l'obligation, quelque part de devoir changer par rapport à la réalité du monde. Donc il faut aussi regarder, et merci Philippe, ce qui progresse. Voilà, il ne faut pas regarder toujours que ce qui ne va pas, parce qu'il faut, c'est important, mais il faut aussi regarder finalement ce qu'on arrive à faire collectivement et puis se satisfaire aussi de ce qui progresse. C'est important aussi. Voilà. Merci. Alors, peut-être qu'à présent, et on va peut-être se redonner un petit temps d'échange, mais je souhaitais aussi vous donner à voir les ateliers pratiques que la PFRH vous propose. Donc, dans ce programme Recruter et fidéliser by PFRH, il va y avoir 3 ateliers qui sont d'ores et déjà accessibles à l'inscription. Je parle sous le contrôle de Laure et de Séverine. Premier atelier. Oui, Laure? Oui, non, c'est bon, c'est ça. Voilà. Intervenir. Premier atelier qui démarre sur le démarrage du recrutement. Hein. Le socle du recrutement, c'est bien l'analyse de besoins. Et donc, on va définir son besoin de recrutement, rédiger des offres d'emploi pour attirer des candidats. Donc là, c'est bien la nécessité que l'on a d'aller au-delà de la fiche de poste, de vraiment circonscrire notre besoin de recrutement, injecter aussi tous les facteurs d'attractivité de notre poste dans cette communication. Donc ça, c'est une demi-journée. Ça vous est proposé alors sur Le Mans et sur Angers. La date, je crois, là je parle sous le contrôle de Laure, la date de Nantes, le 4 mai, est déjà complète. Voilà, la date, ouais, tout à fait. Il reste des places le 11 mai au Mans et le 25 mai à Angers. Voilà, donc c'est sur une demi-journée. Donc là, c'est un atelier pratico-pratique. Là, j'ai parlé pendant 1 heure, mais là, c'est plutôt vous qui travaillez à justement vos recrutements actuels et comment, d'une manière très pratico-pratique, je peux bien définir mon besoin et comment je peux le communiquer efficacement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et quand vous vous inscrivez, venez avec vos cas pratiques, puisqu'on parlera vraiment de votre réalité. On partira vraiment de votre contexte. Deuxième atelier qui, là, se déroule sur une journée, puisque c'est un sujet trop important pour le traiter en une demi-journée. C'est tout l'entretien de recrutement, donc comment je vais présélectionner et pratiquer l'art du questionnement dans mes entretiens de recrutement. Donc là, c'est le 1er juin à Nantes, le 8 juin au Mans et le 29 juin à Angers. Et là, on reprendra tout l'entretien avec l'écoute active, avec le questionnement. On s'attardera aussi sur la découverte des motivations de notre candidat, sur l'investigation de ses compétences. On travaillera aussi sur la projection. Donc là, il y aura des simulations qui seront faites d'une manière, vous verrez, très bienveillante pour vraiment se mettre dans la position du candidat, se mettre dans la position du recruteur, également des observateurs et tous ensemble, nous pourrons progresser à justement cet entretien qui se doit d'être de qualité, qui se doit d'être professionnel, mais qui se doit d'être aussi utile en termes de captation d'informations utiles à ma prise de décision. Donc une journée, et on abordera également la notion aussi de salaire,
aborder la négociation salariale, notamment vis-à-vis des contractuels. C'est un sujet délicat auquel on n'est pas forcément habitué et on prendra toute une séquence pour se donner plus d'éléments et plus être plus à l'aise en tout cas sur cet aspect-là. Et puis, troisième atelier, là, d'une demi-journée, qui traite plutôt l'aval, en tout cas l'intégration, le onboarding, comme on dit aussi, qui est une phase décisive pour fidéliser les agents. On est vraiment entre le recrutement et le management. Cette partie qui est extrêmement délicate, ça serait quand même dommage d'avoir déployé toute cette énergie pour attirer, convaincre, évaluer la personne et finalement tomber sur cette période qui, je le rappelle, est très délicate pour tout le monde, hein, autant pour le manager qui accueille la personne que pour la personne qui arrive dans cette structure et qui se pose encore des questions de est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je vais me plaire, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que la promesse va être tenue. Donc c'est une période délicate où il s'agit bien de sécuriser cette montée en compétences de la personne, être bien sûr qu'on va l'accompagner pour qu'elle puisse acquérir les réflexes qui vont être utiles ensuite dans ce poste, et puis également faire en sorte d'être bien sûr qu'on ne s'est pas trompé, qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Donc on reverra les différentes phases de cette période, encore une fois très délicate. Merci Karine. Donc du coup, sur les ateliers numéro 2, il reste encore des places, plus ou moins, hein, selon les lieux où elles se dérouleront. Annick Mazot, qui avait participé déjà à l'atelier numéro 1 qu'on a eu l'occasion d'organiser en décembre, précise que ça a été vraiment très utile. Et du coup, je rebondis également sur une question qu'elle évoque concernant le 3e atelier, lors duquel il est prévu d'aborder la négociation salariale. Puisque c'est vrai que dans de nombreux cas, on n'a pas de marge de manœuvre dans la fonction publique. Néanmoins, c'est une question qui est de plus en plus abordée par des publics qui postulent sur des postes contractuels, car ils ont l'habitude que ce soit une question évoquée lors des processus de recrutement dans le secteur privé. Et donc, l'objectif, c'est de donner des éléments de réflexion et de discuter, d'échanger sur la façon dont on peut réagir lorsque, en tant que recruteur ou en tant que membre d'un service RH, on est interpellé par un candidat sur cette question-là. Voilà, donc ça ne fera pas l'objet, Karine, tu me confirmeras, ça ne fera pas l'objet d'un élément principal de cet atelier, mais dans la mesure où c'est une question qui revient de plus en plus avec la possibilité à présent de recruter des personnels contractuels, eh bien, ça peut être intéressant malgré tout d'avoir quelques éléments de langage et d'échanger sur la façon dont on peut réagir dans ces situations. C'est exactement ça. La question va arriver, le salaire n'est finalement plus un sujet tabou. Donc, comment je réagis, comment je parle aussi de rémunération globale, comment je sécurise mon candidat. Donc, c'est effectivement ces éléments de langage qu'on partagera. Et puis, ça sera aussi l'occasion d'échanger entre participants des meilleures pratiques en la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, sur les ateliers, sur l'ensemble de la présentation, il nous reste une dizaine de minutes. On peut échanger. Alors oui, comme tu le précisais, il y a eu un essai, un premier atelier en fin d'année dernière qui avait été réalisé, et puis le lancement aujourd'hui de toutes les sessions sur les prochaines semaines. Donc il y a 12 places par date.
Donc, ce qui ne permettra probablement pas de répondre à l'ensemble des demandes, mais ça nous permettra, nous, d'évaluer la demande également et peut-être de pouvoir nous inscrire dans quelque chose de plus régulier sur ces sujets-là, dont on se rend bien compte qu'ils qu'ils interpellent de plus en plus et puis voilà, sur lesquels on a besoin, nous, d'évoluer, de faire évoluer notre réflexion. Et comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est évidemment pas d'agir sur tous ces leviers-là parce qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas à notre main, mais de prendre conscience qu'il y en a certains sur lesquels on peut peut-être intervenir et qu'il peut être intéressant de les avoir à l'esprit, de faire évoluer la façon dont on peut se présenter, dont on peut donner envie à des candidats de s'adresser à nous et de découvrir de façon plus précise quels sont les métiers qu'on offre dans la fonction publique et ne pas se contenter des représentations parfois un petit peu archaïques qui peuvent véhiculer sur la fonction publique. Merci Laure. Alors, je regardais effectivement aussi le chat. Effectivement, les modules ont été réfléchis pour être indépendants les uns des autres. Alors, vous l'avez bien vu, c'est une continuité, mais en tout cas, on peut très bien s'inscrire à l'atelier 2. On ne sera pas perdu en tant que tel. Je vous invite à vous inscrire, bien sûr, sur l'ensemble, mais en tout cas, ils sont traités indépendamment. Donc, alors, je vois, pouvez-vous rappeler les liens? Donc, les liens, normalement, ils apparaissent sur le document qui a été montré, donc l'offre de formation. Je vais quand même essayer de vous remettre le lien directement dans la discussion. Mais je pense que le QR code est sans doute trop petit pour fonctionner. Donc, ça se passe sur la plateforme Saphir. Et dans le domaine ressources humaines, vous allez retrouver les différents ateliers et les différentes dates pour vous inscrire. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions sur les ateliers, qui, je rappelle, seront très pratico-pratiques. Là, on était vraiment dans la présentation du contexte. Dans les ateliers, justement, on aura fait tout ce contexte-là, donc on ira vraiment sur des outils pratico-pratiques, des exercices en groupe, des simulations aussi, pour vraiment développer son aisance, développer la technicité en matière de recrutement, parce que je pense que le feeling, c'est bien, mais on sécurise aussi le feeling par un certain nombre d'outils et de techniques, et c'est ça qu'on partagera tous ensemble. Et c'est vrai que les groupes sont restreints, 12 personnes, c'est pas beaucoup, mais ça nous permet justement de travailler sur des cas réels, d'avoir des temps d'échange et d'expérimentation qui sont dédiés. Écoute, Karine, je pense qu'on a dû répondre à toutes les demandes et que le propos était suffisamment clair. Merci beaucoup pour ton intervention. Je ne sais pas, Séverine, si tu souhaites ajouter quelque chose. Non, je vais remercier l'ensemble des participants parce qu'on était presque 70 ce matin. Avec l'enregistrement, on va pouvoir permettre à ceux qui n'étaient pas là de partager aussi nos éléments. Merci beaucoup de votre attention. Et puis on va essayer de mettre en place tout ça. Et puis surtout, on reviendra vers vous avec le retexte des participants, le groupe de travail du comité des DRH. Voilà, on construit pour faire en sorte que ça réponde à vos besoins. Donc c'est parti. Et puis merci encore. Et puis belle fin de semaine à tout le monde. Merci. Au revoir.